Lorsque nous évoquons l'image d'un diadème royal, aussitôt, notre esprit s'envole vers des trésors inaltérables, emblèmes d'un pouvoir immémorial et d'un héritage dynastique. Nous pensons à ces reliques étincelantes, jalousement gardées pendant des siècles dans des coffres blindés, transmises de mère en fille, devenant les témoins silencieux de bals somptueux et de bouleversements tragiques. Le destin de telles parures semble scellé. Elles sont vouées à survivre à leurs propriétaires, se muant en parcelles d'histoire. Telle fut, précisément, la destinée du célèbre diadème d'émeraude de la reine Hélène de Savoie, l'épouse du roi d'Italie Victor Emmanuel III. Loin d'être un simple ornement, il s'agissait d'une œuvre d'art joaillière, conçue par la maison Musi, sertie de 5 gigantesques émeraudes de Colombie et d'une myriade de diamants. Majestueux, élancé, véritablement royal, il avait été créé pour couronner la tête d'une reine à la tête de l'une des plus grandes puissances d'Europe. Mais que diriez-vous si je vous apprenais que ce trésor, dont la valeur égalait la fortune d'un petit État, ne s'est pas évanoui dans les flammes d'une révolution, ni n'a été dérobé par d'audacieux malfrats? Son histoire s'est achevée de manière bien plus paradoxale. Ce diadème, ainsi que d'autres joyaux de la couronne, fut volontairement vendu par la reine elle-même. Et elle ne fit pas cela par caprice personnel, ni pour acquérir un nouveau palais ou un yacht à la mode. La reine Hélène vendit ce symbole de son pouvoir afin d'éponger les dettes de guerre de son pays au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cet acte, impensable pour la plupart des monarques de cette époque, brise instantanément l'image convenue d'une reine nageant dans le luxe. Il transforme l'histoire d'une belle babiole en un profond drame humain. Cela nous pousse à poser la question fondamentale de notre enquête. Qui était donc cette femme, Hélène de Monténégro, que l'on aimait guère en Russie, mais que l'on vénérait en Italie? Qu'est-ce qui la poussa à accomplir un geste qui remet en question tout ce que nous pensions de la nature du pouvoir royal? Je vous invite à embarquer pour un voyage afin de percer le mystère de cette reine qui plaça le devoir au-dessus des diamants et dont l'histoire se révéla bien plus complexe et tragique que l'éclat de son diadème d'émeraude. Pour comprendre l'acte de la reine Hélène, il nous faut nous transporter à ses origines dans le monde qui l'a façonnée. Notre récit ne débute pas dans les salles fastueuses d'un palais italien, mais au cœur des montagnes âpres et majestueuses du Monténégro. Hélène était la fille du roi Nicolas Ier, souverain d'un petit, mais fier royaume enclavé dans les Balkans. Dans la grande politique de la fin du XIXe siècle, le roi Nicolas possédait un atout unique, mais extraordinairement précieux, ses filles. Elles étaient son principal instrument pour sceller des alliances, une monnaie d'échange vivante sur le marché des mariages dynastiques. C'est précisément avec cette mission que la jeune Hélène, accompagnée de ses sœurs, Milissa et Stana, se rendit au cœur du puissant empire russe, à Saint-Pétersbourg. Elles furent admises à l'Institut Smolny pour jeunes filles nobles, une véritable fabrique d'aristocrates parfaites, où elles devaient recevoir une éducation brillante et, bien plus importante encore, contracter des mariages avantageux, renforçant ainsi les liens entre le Monténégro et la Russie. Mais c'est précisément là, dans les froids couloirs du Smolny, que les chemins des sœurs commencèrent à diverger. Milissa et Stana se jetèrent corps et âme dans le tourbillon des intrigues de cour. Elles furent connues sous le nom des princesses monténégrines, des femmes exotiques et influentes, éprises de mysticisme et n'hésitant pas à ourdir des complots. Ce sont elles, comme l'histoire nous le révèle, qui introduiront à la cour de Nicolas II la figure sinistre de Grigory Raspoutine, inscrivant à jamais leur nom dans les pages tragiques de l'histoire russe. Hélène, elle, était d'une autre trempe. Elle s'imprégnait de savoir, étudiait les langues et l'art, mais se tenait à l'écart des jeux politiques et des séances de spiritisme de ses sœurs. Les contemporains la décrivaient comme une jeune femme au physique raffiné et, ce qui est bien plus important, d'une nature douce, bienveillante
et empathique. Tandis que Mélissa et Stana se livraient à leurs machinations, Hélène bâtissait une réputation de compassion. Issue du même milieu, son essence profonde se révélait pourtant tout autre. Cependant, la mauvaise réputation de ses sœurs projetait une ombre tenace sur elle. Dans la haute société russe, Hélène était perçue avec méfiance, ne voyant en elle qu'une énième représentante de l'ambitieux clan monténégrin. Cette réputation imméritée l'a poursuivie durant de longues années. Mais c'est précisément ce détachement des intrigues, cette pureté intérieure, qui la prépara à la rencontre qui allait sceller le cours de son existence et la mener sur le trône d'Italie. Tout changea en 1896, à Moscou, lors du couronnement de l'empereur Nicolas II. Ce fut un événement d'envergure planétaire, un spectacle grandiose, auquel toute la noblesse européenne s'était déplacée. Pour la plupart des présents, il s'agissait d'une arène de manœuvres diplomatiques et d'étalage de puissance. Mais pour Hélène de Monténégro, alors âgée de 23 ans, ce jour devint un tournant décisif. Dans le tourbillon des bals et des réceptions officielles, elle se retrouva à la même table que l'héritier du trône italien, le prince Victor Emmanuel de Savoie. À première vue, ils incarnaient les antipodes. Hélène, grande, élancée, une beauté gracieuse du monde slave. Victor Emmanuel, d'une taille extrêmement modeste, mesurant à peine 153 cm, réservé et, de l'avis de beaucoup, dénué de toute prestance héroïque. Mais dans ce kaléidoscope de formalités et d'étiquettes, l'impensable se produisit. Une étincelle jaillit entre eux. Il ne s'agissait pas d'un calcul, mais d'une attraction authentique et immédiate entre deux êtres qui, au-delà des titres, discernèrent des âmes sœurs. Cette romance soudainement éclose fut la première rupture sérieuse du statu quo. C'était un défi lancé à tout l'ordre établi. En effet, l'union de l'héritier d'une Italie catholique et d'une princesse monténégrine orthodoxe n'était pas un simple mariage entre deux individus, mais un précédent politique et religieux. Et il exigeait un sacrifice. Pour devenir l'épouse du futur roi, Hélène devait renoncer à la foi de ses ancêtres et se convertir au catholicisme. Voici donc la première fissure dans le tableau idyllique, la première véritable intrigue. Cette décision fut pour Hélène une première épreuve de taille. Sa propre mère, la reine Milena, s'y opposa catégoriquement et ne vint même pas au mariage de sa fille, incapable d'accepter son choix. Hélène ne choisissait pas seulement entre des hommes. Elle choisissait entre son passé et son avenir, entre la loyauté envers sa famille et un amour qui lui promettait la couronne, mais exigeait en retour une part de son âme. Le mariage eut bien lieu, mais loin d'être un conte de fées, il engendra un nouveau problème inattendu. Lorsque leurs photographies de mariage circulèrent à travers toute l'Europe, elles suscitèrent moins l'admiration que les moqueries. L'énorme différence de taille entre la grande mariée et le minuscule marié en fit la cible de caricatures. On les surnomma aussitôt le couple comique. Et ce n'était pas une simple anecdote amusante. Ce fut le premier choc entre leur bonheur intime et l'impitoyable opinion publique, la première indication que leur chemin commun serait semé d'épreuves, où ils devraient lutter non seulement contre des ennemis politiques, mais aussi contre les préjugés du monde entier. Derrière les moqueries visant le couple italien se dissimulait un drame bien plus profond qu'une simple différence de taille. Pour le saisir, il faut se plonger dans les coulisses de la politique italienne de l'époque. Le royaume d'Italie, que nous tenons pour acquis, était, au tournant du siècle, un État encore très jeune et fragile. Son processus d'unification, le Risorgimento, s'était achevé à peine quelques décennies auparavant. La monarchie de la Maison de Savoie n'avait pas encore eu le temps de s'enraciner profondément dans la conscience nationale, et elle manquait désespérément de légitimité historique et d'amour populaire. Dans ces conditions, la personnalité du monarque revêtait une importance capitale. Or, Victor Emmanuel III, l'héritier du trône, était une source constante d'inquiétude pour la vieille aristocratie.
Son complexe lié à sa petite taille n'était pas un simple problème personnel. À une époque où le roi devait être un symbole autoritaire et viril de la nation, l'apparence presque caricaturale du prince était perçue comme une menace pour le prestige de toute la dynastie. Le fait qu'il portât constamment des chaussures à semelles épaisses et des chapeaux hauts n'était pas tant une bizarrerie comique qu'une tentative désespérée de correspondre à une image qui lui était physiquement inaccessible. Hélène, quant à elle, en arrivant en Italie, fut confrontée à son propre lot de défis. Elle était une étrangère venue d'un petit pays balkanique, une princesse orthodoxe dans une cour catholique. Elle traînait derrière elle la réputation douteuse de ses sœurs intrigantes, et l'élite italienne la regardait de haut, s'attendant à y voir une énième parvenue ambitieuse. Elle ne devait pas simplement devenir reine, elle devait mériter le droit de l'être, conquérir l'amour et la confiance d'une nation initialement sceptique. Et c'est ici que leurs prétendus défauts se transformèrent en leur plus grande force. Leur union ne fut pas seulement un mariage d'amour, elle se révéla être une symbiose politique géniale. Victor Emmanuel offrait à Hélène le trône et le statut. Et elle, à son tour, lui donnait ce qui lui manquait tant. Une chaleur humaine, un charisme populaire, une grâce et ce sens de la dignité qui ne se mesure pas en centimètres. Il était le cerveau et le symbole de l'autorité étatique. Elle en devenait le cœur et l'âme. Ensemble, ils n'étaient pas un couple comique, mais une paire parfaitement équilibrée, capable de consolider un trône chancelant. La mère de Victor Emmanuel, la puissante et adorée reine Marguerite de Savoie, joua un rôle clé dans cette stratégie tacite. Comprenant la vulnérabilité de la position de son fils, elle fit un coup de maître. Le fameux diadème d'émeraude, offert à Hélène lors de son mariage, avait été créé à partir des bijoux personnels de Marguerite. Ce n'était pas un simple cadeau de belle-mère. C'était un geste public de transmission de pouvoir et de bénédiction. En offrant ses émeraudes et ses diamants, la reine-mère conférait symboliquement à sa belle-fille étrangère une partie de sa propre légitimité et de sa gloire, réduisant au silence tous les critiques. Le diadème devint pour Hélène non seulement un ornement, mais un acte de couronnement qui l'introduisait au cœur même de la dynastie. Ayant pris sa place sur le trône, Hélène de Monténégro se retrouva au cœur d'une guerre invisible. Ce n'était pas une bataille pour des territoires ou une influence politique, mais un choc entre deux conceptions fondamentalement différentes de ce que devrait être la royauté au XXe siècle. D'un côté se tenait la tradition séculaire, le concept de la reine-icône. De l'autre, sa propre vision novatrice de la reine servante. Le modèle de la reine-icône était ce que l'on attendait d'elle. C'est l'image du monarque en tant que symbole vivant de la nation, une figure lointaine et inaccessible dont la tâche principale est de briller. La reine, dans ce paradigme, est l'élément central du spectacle d'État. Elle doit porter les robes les plus coûteuses, les bijoux les plus éblouissants, présider les bals et lancer les cuirassés. Son diadème d'émeraude était l'outil idéal pour ce rôle. Un signe de grandeur et de richesse inébranlable, destiné à inspirer respect et admiration. C'était une manière froide, distante, mais éprouvée par les siècles, d'affirmer le pouvoir. Mais Hélène, avec son éducation du Smolny et sa compassion innée, misait sur une conception radicalement différente, presque révolutionnaire pour l'époque. Elle comprenait instinctivement que dans une Italie jeune et bouillonnante, déchirée par les contradictions sociales, les vieilles méthodes ne fonctionnaient plus. Pour que la monarchie survive, elle devait prouver son utilité au peuple. L'amour des sujets ne pouvait plus être hérité ou exigé. Il ne pouvait qu'être mérité. Et Hélène choisit la voie du service. Ce conflit d'idées se manifeste de la manière la plus éclatante. Le soir, lors d'une réception officielle, elle pouvait apparaître dans le rayonnement de son diadème d'émeraude, remplissant le rôle protocolaire de la reine icône
comme l'exigeait l'étiquette. Mais le lendemain, le diadème rejoignait le coffre-fort, et la reine elle-même, ayant troqué soies et diamants, enfilait le simple tablier d'une infirmière et se rendait dans les hôpitaux et les orphelinats. Elle ne se contentait pas de faire des dons aux œuvres de bienfaisance, comme beaucoup avant elle. Elle bandait personnellement les blessés, consolait les affligés, organisait l'aide aux victimes de tremblements de terre et d'épidémies. Ce n'était ni de la pose, ni un calcul politique. C'était sa nature profonde. Alors que ses sœurs en Russie tentaient de diriger un empire par le biais de salons mystiques et d'intrigues de cour, Hélène gouvernait les cœurs des Italiens par une implication directe et humaine. Elle opposait délibérément à l'éclat froid des pierres précieuses la chaleur d'une compassion vivante. Et dans cette bataille pour l'amour populaire, elle remporta une victoire sans appel. Les Italiens, qui au début la regardaient avec méfiance, virent en elle non pas une étrangère sur le trône, mais une mère de la nation, leur Mamma Regina. Sa bonté et son abnégation devinrent un soutien bien plus solide pour la dynastie que tous les trésors de la maison de Savoie. Hélène ne jouait pas seulement un rôle, elle en créait un nouveau, prouvant que la véritable force de la couronne ne réside pas dans son poids, mais dans sa capacité à alléger le fardeau de son peuple. Pendant des années, Hélène bâtit son image de reine servante, conquérant brique par brique l'amour de la nation. Sa charité était sincère, sa compassion authentique. Mais tout cela n'était qu'un prélude. La véritable épreuve, celle qui allait tester la solidité de ses convictions et l'essence même de son pouvoir, était à venir. Et elle arriva en 1914. La Première Guerre mondiale éclata. Le spectacle était terminé. L'éclat des salles de bal avait cédé la place à la lueur des incendies et la musique des valses s'était noyée dans le fracas de l'artillerie. Pour l'Italie, entrée en guerre aux côtés de l'Entente, les jours les plus sombres arrivèrent. Et à ce moment, la reine Hélène fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle alla vers son peuple. Mais cette fois, non pas avec des consolations et des dons. Elle transforma le palais du Quirinal, sa résidence, en hôpital, et elle-même, ayant obtenu son diplôme d'infirmière, se tint à la table d'opération. Chaque jour, elle voyait le prix de cette guerre. Elle voyait la douleur, la souffrance, la mort. La reine d'Italie, vêtue d'une simple blouse blanche, assistait aux opérations, changeait les pansements, tenait la main des soldats mourants. Ce n'était plus un choc d'idées, c'était la réalité même dans sa manifestation la plus cruelle. Elle voyait son pays saigner à blanc, des destins brisés et des familles anéanties. La guerre s'acheva par une victoire, mais cette victoire fut à la Pyrrhus. L'Italie en sortit blessée, dévastée et, le plus terrible, au bord de la banqueroute totale. Le trésor public était vide et les dettes de guerre envers les Alliés semblaient insurmontables. Le pays, qui avait payé cette victoire de centaines de milliers de vies, se retrouvait désormais face à une humiliation financière sans précédent. Et c'est ici, à ce point d'absolu désespoir, que se produit l'événement clé de notre enquête. Une révélation inattendue qui change tout. Ce n'est ni un document retrouvé, ni un témoignage secret. C'est une décision prise dans le silence des appartements royaux par une seule et même personne. La reine Hélène, constatant l'impuissance des politiciens, comprit que les gestes symboliques ne suffisaient plus. Il fallait un acte capable de bouleverser les fondements mêmes. Elle rassembla toutes ses parures personnelles, tout ce qui lui avait été offert en dot nuptiale, tout ce qu'elle avait hérité, tout ce qui composait son trésor royal. En tête de cette liste s'imposait-elle l'incomparable tiare d'émeraude signé Musi, symbole de son couronnement, de son autorité, de son entrée dans la maison de Savoie. Elle mit en vente l'intégralité de ses joyaux, y compris ce témoignage de grandeur qui lui était le plus cher. Ce n'était pas un simple geste financier, c'était un acte de sacrifice symbolique d'une portée inouïe. La reine renonçait délibérément aux attributs de son pouvoir pour sauver l'honneur de sa nation.
Les fonds récoltés par cette vente furent intégralement reversés à l'État afin d'éponger les dettes de guerre. À cet instant, l'histoire cessa d'être un simple récit de tiare somptueuse. Elle se mua en légende, celle d'une reine déposant sa couronne sur l'autel de la patrie. Les règles du jeu venaient d'être redéfinies à jamais. La monarchie n'était plus un simple emblème, elle s'était faite salvatrice. Le geste de la reine eut l'effet d'une déflagration. Mais une déflagration non pas de destruction, mais de création. En aliénant ses trésors, Hélène ne se contenta pas d'éponger une fraction de la dette. Elle accomplit un acte infiniment plus significatif. Elle offrit à une nation exsangue une foi nouvelle. La conviction que la monarchie n'était pas un fardeau, mais un pilier inébranlable. Sa popularité atteignit des sommets stratosphériques. Elle devint intouchable. Une sainte vivante, dont le nom était prononcé avec ferveur, des plus humbles chaumières jusqu'aux tranchées des vétérans. À cet instant précis, elle franchit son point de non-retour. En cédant la tiare, elle brûla derrière elle tous les ponts qui la ramenaient au monde, insouciant des reines iconiques. Elle ne pouvait plus se contenter d'arborer de somptueuses robes et de sourire depuis un balcon. Elle liait irrémédiablement son destin à celui du peuple. Désormais, son autorité ne se mesurait plus au carat de sa couronne, mais à la confiance gravée dans le cœur des Italiens. Nul retour n'était possible, seul l'avenir comptait, un avenir à bâtir main dans la main avec sa nation, quelle que soit la direction de ce chemin. Mais dans le vide abyssal laissé par l'ancien monde en ruine, un monstre commençait à prendre forme. La guerre n'avait pas seulement mis la trésorerie à genoux, elle avait empoisonné les âmes. Des millions de vétérans rentraient chez eux, sans emploi ni considération. Le chaos économique, la hantise du communisme et une humiliation nationale profonde créèrent un terreau idéal pour une idéologie nouvelle et agressive. Cette idéologie avait un nom, le fascisme. Et elle avait son chef, un ancien journaliste, démagogue charismatique et impitoyable, Benito Mussolini. Le conflit s'exacerbait jusqu'à la rupture. Il ne s'agissait plus d'une lutte d'Hélène contre une tradition abstraite, mais d'un affrontement entre deux modèles de salut pour l'Italie. D'un côté, sa voix, celle de la compassion, de la miséricorde et d'une union nationale lente et organique autour du monarque. De l'autre, la voix de Mussolini, promettant des solutions rapides et brutales, l'ordre par la violence, l'unité par la répression et la grandeur nationale par la dictature. Les chemises noires fascistes ralliaient leurs forces, leur marche devenait toujours plus audacieuse et leur ombre toujours plus menaçante. Voici donc l'heure des enjeux colossaux. Il ne s'agissait plus pour le pays d'éponger une dette de guerre ou de préserver la popularité de la famille royale. C'était l'âme de l'Italie qui était désormais en jeu. Le roi Victor Emmanuel se retrouvait pris en étau entre un parlement chancelant et un Mussolini en pleine ascension. Chacune de ces décisions pouvait s'avérer fatale. Soutenir le pouvoir légitime au risque de déclencher une guerre civile, ou céder à la force en nommant Mussolini Premier ministre afin de préserver la paix et la couronne, mais au prix de tous les idéaux démocratiques. L'ironie tragique voulut que l'acte d'Hélène, son immense sacrifice destiné à sauver la nation, ne fit que préparer le terrain pour une menace nouvelle et plus terrifiante encore. Elle avait octroyé à la monarchie un crédit de confiance colossal, et c'est précisément ce crédit qui devait être mis en jeu dans la partie finale. Ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Leur prochaine décision scellerait le destin non seulement de la dynastie, mais de l'Europe entière. Et voici qu'arrivait octobre 1922. Les chemises noires de Mussolini marchaient sur Rome. À cet instant, le puzzle de notre histoire commence à prendre forme avec une clarté effrayante. Tous les fils du récit, le sacrifice de la reine, son amour populaire, la peur du chaos chez le roi et son complexe d'infériorité,
convergent en un point unique. Devant Victor Emmanuel III, gisait un décret d'état d'urgence qui aurait permis à l'armée d'arrêter les fascistes par la force. Il tenait entre ses mains le destin de l'Italie. Et il fit son choix. Il refusa de signer. Au lieu de donner l'ordre de tirer, il invita Mussolini au palais et le nomma Premier ministre. Aux yeux du monde entier, c'était un acte de capitulation, une trahison de la démocratie. Mais pour le roi lui-même, c'était un acte de salut désespéré. Il redoutait paniquement une guerre civile qui, il en était convaincu, déchirerait un pays jeune et fragile. À ses yeux, le choix n'était pas entre démocratie et dictature, mais entre dictature et anéantissement total. Et il choisit ce qui lui semblait être le moindre mal. Et c'est là, dans ce silence assourdissant, que nous trouvons la réponse à notre question principale. Où était donc la reine Hélène? Elle n'intervint pas, ne trama aucune intrigue, n'essaya pas d'influencer son époux. Elle était simplement là, à ses côtés. Son soutien était silencieux, mais absolu. Elle croyait en son mari et en sa décision déchirante. Sa philosophie du devoir ne s'étendait pas seulement au peuple, mais aussi au roi. Son sacrifice, la tiare vendue, lui avait conféré l'autorité morale qu'il utilisa désormais pour légitimer le pouvoir fasciste, convaincu de sauver ainsi la nation. C'est précisément à ce moment que le puzzle s'assemble. La décision de vendre la tiare pour éponger la dette et celle de céder le pouvoir à Mussolini pour prévenir une guerre civile ne sont pas deux actes distincts. Ce sont les manifestations d'une même et unique logique tragique. C'est la signature de monarques pour qui l'unité de l'État primait sur les idéaux abstraits. Ils étaient prêts à sacrifier n'importe quoi, symbole de pouvoir, principe, liberté, pourvu que l'intégrité du pays soit préservée. La vente de la tiare ne fut pas qu'un acte de miséricorde. Ce fut la première répétition du plus grand des sacrifices, un prélude au moment où la démocratie elle-même serait déposée sur l'autel de l'unité nationale. Pendant 20 ans, le couple royal vécut dans une cage dorée, davantage otages que souverains sous le régime de Mussolini. Ils étaient rois et reines, privés de tout pouvoir réel, observant leur pays sombrer dans l'obscurité de la dictature et s'engager dans une nouvelle guerre mondiale aux côtés de Hitler. Mais l'histoire réservait un ultime et décisif rebondissement. En 1943, lorsque la défaite en guerre devint patente, Victor Emmanuel, ce même petit roi indécis, accomplit l'acte le plus audacieux de sa vie. S'appuyant sur les cercles militaires qui lui restaient fidèles, il convoqua Mussolini au palais et ordonna son arrestation. L'homme qui avait porté le dictateur au pouvoir était aussi celui qui le renversa. Ce fut son argument ultime, sa tentative de corriger la fatale erreur d'il y a 20 ans. Mais il était déjà trop tard. Cet acte ne sauva pas la monarchie. Après la guerre, les Italiens ne pardonnèrent pas au roi son compromis initial avec le fascisme. Ils avaient certes libéré le pays de Mussolini, mais ils y avaient tout perdu. Tel fut l'ultime et le plus cruel élément de ce funeste assemblage. Leur sacrifice le plus grand, ce renoncement au pouvoir au nom de l'unité, leur coûta finalement et le pouvoir et la patrie. L'énigme de la reine qui vendit sa tiare était résolue. Elle faisait partie d'un duo qui plaçait l'unité de leur pays au-dessus de toute chose, prêt à en payer le prix fort, quel qu'il fût. L'acte audacieux et désespéré du roi, l'arrestation de Mussolini, ne fut pas un salut. Il fut plutôt l'ultime soubresaut d'un système condamné. Au lieu de gratitude, la famille royale ne reçut qu'un bref sursis avant le verdict définitif. Sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, libérée mais humiliée, l'Italie devait décider de son avenir. Et elle rendit son verdict. En juin 1946, un référendum eut lieu qui mit un point final à l'histoire de la dynastie de Savoie. Dans une dernière tentative désespérée de sauver la couronne, Victor Emmanuel abdiqua en faveur de son fils, Humbert II. Mais il était trop tard.
Le peuple italien, se souvenant des 2 décennies de fascisme, choisit la République. La monarchie, que Hélène et Victor Emmanuel avaient tenté de sauver à tout prix, fut abolie. Les conséquences furent personnelles et dévastatrices pour eux. Le roi et la reine, qui considéraient l'Italie comme leur chair et leur sang, furent contraints à l'exil. Ils devinrent des exilés, privés à jamais du droit de fouler la terre qu'ils avaient gouvernée pendant près d'un demi-siècle. Leur royaume, jadis étendu des Alpes à la Sicile, se réduisit aux dimensions de leurs souvenirs et de quelques valises. Ils trouvèrent leur dernier asile en exil, en Égypte, loin de leur patrie chérie, devenue étrangère à leurs yeux. Et c'est ici que le destin de cette tiare d'émeraude devient la métaphore parfaite de celui de la monarchie elle-même. Vendue au moment du grand sacrifice, elle disparut sans laisser de traces. Nul ne sait ce qu'elle est devenue. Peut-être fut-elle démontée, ses pierres dispersées, sa magnificence réduite en fragments, tout comme le royaume de sa propriétaire. Ou peut-être est-elle toujours conservée aujourd'hui dans une collection secrète, un artefact silencieux d'une époque révolue. Sa disparition est le symbole de l'effondrement total et définitif du monde qu'elle avait jadis couronné. Ainsi, notre compréhension de la reine Hélène a-t-elle évolué. D'une simple histoire de souveraine bienveillante et miséricordieuse, elle s'est muée en une complexe tragédie grecque. Nous voyons comment sa plus grande vertu, sa dévotion au devoir et à son époux, devint un rouage de la mécanique qui mena à la catastrophe. Elle ne fut ni une scélérate, ni une sainte. Elle fut une héroïne tragique, dont l'amour pour son pays et la foi en son roi se révélèrent impuissants face au cours impitoyable de l'histoire, un cours qu'ils avaient eux-mêmes mis en mouvement. Nous avons entamé notre investigation par un fait saisissant. La reine avait vendu sa magnifique tiare, brisant ainsi notre stéréotype sur l'inviolabilité des trésors royaux. À présent, après avoir parcouru tout ce chemin jusqu'à ce dénouement tragique, nous comprenons que ce ne fut pas un simple événement, mais un manifeste. Cet acte fut la clé de toute la philosophie de règne d'Hélène et de Victor Emmanuel. Ils croyaient sincèrement que leur mission était de préserver l'unité et l'intégrité de l'Italie à tout prix, absolument n'importe quel prix. Au début, le prix se mesurait en carats d'émeraude et de diamants. Ensuite, en liberté démocratique. Et c'est là que réside la leçon fondamentale, universelle et terrifiante de cette histoire. Les plus nobles vertus humaines, la compassion, le sacrifice de soi, la dévotion au devoir, peuvent, dans les impitoyables rouages de la haute politique, servir de combustible au pire des maux. L'amour populaire, que Hélène avait gagné par sa sincère bonté, devint le bouclier moral derrière lequel son époux commit le fatal compromis, livrant le pouvoir à Mussolini. Leur noble aspiration à sauver le pays d'une guerre civile le précipita finalement dans les abîmes de la dictature et de la catastrophe mondiale. Cette histoire nous contraint à abandonner à jamais une vision manichéenne du passé. Elle nous enseigne qu'il n'existe pas de solution simple et que le chemin pavé des meilleures intentions peut véritablement mener à l'enfer. Hélène de Monténégro n'est pas qu'une bonne reine sortie d'un conte pour enfants. C'est une figure tragique d'une complexité rare, dont la boussole morale personnelle s'est avérée impuissante face aux tempêtes magnétiques du XXe siècle. Sa vie est un éternel rappel que l'amour et le devoir peuvent être à la fois une force créatrice et destructrice. Maintenant, quand vous entendrez de nouveau le nom d'Hélène de Savoie, vous ne vous souviendrez pas seulement de sa miséricorde. Vous vous souviendrez du poids insupportable du choix qui pèse sur ceux qui sont investis du pouvoir, de la facilité avec laquelle on peut confondre le salut d'une nation avec son asservissement, et du fait que parfois, l'acte le plus retentissant n'est pas le clinquant des joyaux, mais le silence assourdissant de leur absence. La tiare d'émeraude de la reine Hélène a disparu, et cela est symbolique. Elle fut vendue pour sauver l'Italie, mais finalement, ni la tiare,
Ni la monarchie, ni le monde d'avant-guerre ne purent être sauvés. Seule une légende subsiste qui a transformé à jamais notre perception du pouvoir et du prix à payer pour l'exercer. Car la véritable valeur de cette tiare ne se mesurait pas en argent, mais en conséquences. Et cette histoire demeurera un rappel éternel. La pierre la plus lourde dans toute couronne n'est ni le diamant ni l'émeraude. C'est la pierre du choix que le souverain doit opérer entre ce qui semble juste et ce qu'il estime nécessaire.